Bonjour et bienvenue dans Son Titre 404, un podcast qui donne la parole aux jeunes travailleuses de l'art. Ici, on explore les pratiques, les thématiques et les réalités du milieu à travers des échanges sincères et décomplexés. L'idée, c'est de partager des expériences, de poser des questions qu'on se pose tous et de rendre ce monde un petit peu moins opaque. Donc si vous êtes artiste, curieux, curieuse ou que vous cherchez à mieux comprendre ce milieu, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Morgane Jouvencel et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode enregistré en février 2025 avec Boram Choi, une jeune artiste plasticienne basée à Bordeaux. Bonne écoute à tous. Je te propose que tu te présentes un petit peu. Je m'appelle Boram et je suis diplômée l'année d'avant à Bordeaux. Voilà, je suis une artiste émergente. Pendant ma licence, j'ai fait beaucoup les peintures et les dessins. Mais en master, j'ai vécu un peu le changement de travail. Du coup, ça venait plus sculpture. C'était plutôt un travail spatial, on va dire. Voilà, du coup, jusqu'à là, je fais plutôt des sculptures, d'installations. En amont de l'entretien, je t'avais proposé de réfléchir à une idée d'une notion ou d'un sujet que tu voulais aborder. Et tu m'as évoqué la question du tissage et des matières hybrides. Mais du coup, avant de parler de tout ça, j'aurais bien aimé que tu me dises à quel moment tu as commencé à t'intéresser à des pratiques artisanales, justement comme le tissage, tu vois, et à changer un peu de matière parce que à l'origine, tu vois, en regardant ton portfolio et tout, j'ai vu que tu faisais énormément de dessins et de peinture. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as switché justement de la 2D à la 3D? En parlant de mon travail avant, c'était plutôt les dessins, comme tu disais, c'était surtout les dessins, les peintures figuratives du coup surtout. En faisant tout le temps dessiner figuration et tout, ça m'a un peu bloqué parce que ça s'engrainait avec mes histoires personnelles. Par exemple, les dessins figuratifs et les peintures bien châssis, accrochées sur le mur blanc. Bah, au bout d'un moment, ça m'a un peu embêté. J'ai pas cet encadrement hyper classique. Ça m'a pas trop plu. J'ai commencé à m'intéresser au support des peintures. Et j'ai commencé à déconstruire ces supports des peintures hyper classiques et tout. Et reconstruire la manière comment je montre mes peintures, comment je montre mes dessins. Et comment incarner autrement les figuratifs. La toile tout lisse que j'achète chez Boesner ou enfin dans un magasin, pour moi ça représentait pas trop ma vie, ma vie réelle. C'était trop lisse, c'était trop blanc, c'était trop parfait, c'était tellement parfait que je voyais plus la raison, pourquoi je dessine sur ça. Ça me va pas trop, genre. Du coup, j'ai commencé à un peu déchirer, et j'ai commencé à enlever le gesso qui était déjà mis. Du coup, ça devient plus, l'apparence, c'était vraiment une sorte de déchet. La toile jetée, quoi. Et j'ai commencé à dessiner sur ces toiles-là. Du coup, j'ai complètement fait mes propres supports pour peindre dessus. Au début, c'était ça le but, mais en faisant le tissage, je me dis, est-ce que je suis obligée de peindre un truc dessus ou dessiner un truc dessus? Le tissage, c'est vraiment un travail répétitif. Ouais, super important aussi pour moi. Qu'est-ce qui te plaît justement dans cet aspect-là? Parce que c'est super long quand même de tisser. Ouais, c'est super long. C'est grave lié à l'histoire de ma mère. Quand elle était jeune, elle a beaucoup travaillé dans un secteur, une sorte de l'usine et tout. Du coup, c'était surtout le travail répétitif et tout. C'est en lien avec entre moi et ma mère un peu. Mes histoires avec ces histoires que j'ai pas vécues. Plus tu passes du temps, plus tu te sens connecté à elle? Ou est-ce que c'est plus t'aimes la sensation dans laquelle tu te trouves quand tu fais justement ça? Je sais pas. Ça, je sais pas trop. On est déjà proches et tout. On est trop bien, mais j'ai l'impression ça fait plus le lien avec le monde en tout cas, pas que avec ma mère, parce que si je fais le tissage ou le tricot, je fais le tricot aussi du coup. Il y a pas mal de gens qui viennent me parler, ou des mamies ou des petites filles, vu que y a pas beaucoup de gens qui font ça dans un café. Même les mamies, j'ai vu aucune mamie qui font le tricot dans un café. Dès qu'ils voient une
nana qui fait le tricot. Ils sont venus par curiosité, ils me posent plein de questions et tout. C'est des histoires inattendues aussi que le tricot ou le tissage, il me ramène. Dans le texte que Irwin il a écrit sur ton travail, Ouais. quand t'exposais à la Maison Bourbon, Mm. il avait pas mal insisté sur le mot fil. Ça faisait un lien entre passer du dessin à l'installation et au tissage. Ce que je trouvais assez intéressant, c'est que tu utilises à la fois le fil en matière, mais aussi le fil conducteur ou une représentation d'un lien justement entre les gens, entre les histoires et tout. Est-ce que tu veux parler de ça un peu? En fait, ça commençait tout avec vraiment littéralement les lignes que je trace dans mes dessins et les peintures pour faire les figuratifs. Ça a développé toutes les choses qui ressemblent à une ligne. J'étais vraiment obsédée à un moment. En fait, j'ai commencé à interpréter des lignes que je trace à fil. Je voulais plus faire des figuratifs parce que ça Fermait fermait un peu. et ouais. Et donc, j'ai ramené ça en sculpture et l'installation pour rencontrer des gens, comprendre le lieu et lire le monde. Oh my god! Putain, mais qu'est-ce que j'ai dit là? En vrai, je capte. Ça se raconte en même temps que ton approche du tissage, quoi, au final. De manière plus imagée, parce que le fil peut être une image qui relie deux personnes, mais ça peut aussi être un fil tangible. Ouais. Et du coup, jusqu'à là, je fais pas le tissage classique non plus. Tu utilises plein de matières différentes. Comment est-ce que tu les choisis, ces matières? Au début, c'était le mélange avec du fil ou les laines ou du bout de tissu avec les matériaux de peinture. Et là, maintenant, c'est vraiment les matériaux qui est dans mon atelier, que soit j'ai plané quelque part, ou soit j'ai acheté et j'ai mis pendant 1000 ans sur mon rangement et tout. Et du coup, c'est vraiment des objets quotidiens que voilà, je croise vraiment comme ça, quoi, enfin, dans ma vie. Du coup, ça se mélange vraiment comme ça. Ok. Ouais. Et les matières, tu vois des exemples un peu? Du papier mâché, papier recyclé et aussi du latex que j'ai récupéré. Ces matières-là, est-ce que tu les utilises juste parce qu'elles sont autour de toi? Ou est-ce que tu les utilises parce qu'il y a, je sais pas, genre une symbolique ou ça renvoie à Non, c'est un domaine vraiment ou autre? quand je sais pas si ça devient moins professionnel, mais si j'utilise les matériaux comme ça, enfin, c'est vraiment un côté ludique plutôt pour moi. C'est comme le speed date, ils sont là, les deux, enfin, voilà, enfin, je mélange les deux et après, je teste parce que c'est pas tout le temps que c'est évident. Ça marche avec le tissage. Du coup, il faut que je tente tout le temps. C'est vraiment une hybridation qui est pas certifiée. Et ça arrive parfois où justement la matière, elle veut pas t'obéir, elle donne pas ce que tu veux? Ouais, c'est surtout avec la température ou l'humidité que ça marchait pas trop. Enfin, au début, ça allait remarcher. Et après, comme la colle, c'est hyper sensible, l'humidité. Ça devient tout molle, le tissage en été. Et du coup, est-ce que je veux ou je veux pas? Enfin, il y a toujours des questionnements comme ça. Voilà, ça m'arrive souvent. Ok. Quand tu utilises des matières avec des propriétés qui vont un peu à l'encontre du tissage, justement, genre des matières qui glissent ou qui sont trop rigides pour être tissées avec d'autres, est-ce que tu en joues ou est-ce que tu l'acceptes, ce truc-là? Du coup, ça fait partie de ta pièce ou est-ce que ça va justement à l'encontre de la vision que tu avais et du coup, tu laisses tomber cette matière? C'est vrai qu'il faut que je réfléchisse les critères pour accepter les matériaux. À part du coup cette colle-là, la plupart des cas j'ai laissé comme ils sont parce que quand je travaille c'est pas comme genre je fais le sketch pour arriver à certaines formes. Le processus c'est plus important pour moi. Si les matériaux ils vont pas trop être le star dans mon travail, je le laisse. Ok. J'avais vu ça sur, je sais plus, je crois, le site des Beaux-Arts ou un truc après que tu as fait une expo, une résidence, où tu parlais de l'importance du dessin, justement, que tu as
avant de faire tes pièces, enfin que tu as une pratique quasi quotidienne d'un Ouais. dessin genre d'observation, instinctif et tout. Et ben justement ça, comparé à la lenteur du tissage, enfin je trouve ça contraste vachement. Ouais. Est-ce que c'est ça qui te plaît, de mêler un peu ces deux trucs, ou est-ce que pour l'instant ça cohabite difficilement? J'avoue, j'ai un peu arrêté les dessins. C'est vrai que c'est vraiment une vitesse très différente, vraiment à l'opposé. Quand j'ai fait des dessins, c'était quotidiennement et aussi vraiment instinctif. Et pour faire les peintures, j'ai fait le sketch. Si j'ai un projet, j'étais hyper habituée à dessiner sur mon cahier. Mais là, je suis dans une période, c'est plus ce côté-là et c'est un rythme qui est vraiment changé dans mon travail. Et je sais pas si un jour ils peuvent cohabiter ou pas, mais j'aime bien ce côté instinctif du dessin encore. Du coup, voilà, Ok. on verra bien. Les pièces que tu fais, par exemple, celles que tu as fait pendant ta résidence cet été, tu vois, c'est une installation avec plein de tissages et plein de matières différentes. Ouais. C'est quand même assez différent des peintures que tu as l'habitude de faire. Dans des peintures, tu amènes des récits quand même, c'est très figuratif. Alors que là, avec le tissage, on part dans un truc complètement différent. Tu es quand même dans cette dynamique de montrer des récits par le tissage. Et si c'est le cas, comment est-ce que tu les traduis? Ou est-ce que là, c'est plus des matières et des formes qui prennent l'espace, qui relient en fait juste l'espace avec lui-même? Oui, c'était la dernière pièce que j'ai fait pendant la résidence. François Méchain. C'est vrai que c'est un peu difficile à définir cette installation parce que déjà il y avait plein de pièces. J'ai produit vraiment pas mal pendant un mois et demi là-bas. Certaines pièces et j'étais même pas prévu de sortir, mais j'ai fait. C'était comme le jeu pour moi. Je me suis vraiment amusée à faire tout ça. Mais après, ce qui est important, c'est il y a quelque temps, j'avais lu Vivre avec le trouble de Donna Haraway et ça m'a beaucoup inspiré. Enfin, ça m'a vraiment ouvert une perspective que j'avais pas, je pense, pas précisément. Du coup, dedans, elle parle de jeu de ficelle. Ça fait tout de suite le lien avec mon tissage. Et en plus, avant, j'ai parlé beaucoup d'utopie et dystopie, hétérotopie. Et vraiment, tous les topies, toutes les sortes de Toutes les topies, topies, on les prend. j'ai kiffé. Ok. Mais du coup, en lisant son texte sur jeu de ficelle, je me suis dit, j'ai traduit vraiment des espaces que j'ai imaginés. C'était vraiment des espaces fermés, c'est pas un espace ouvert. Par exemple, dans le jeu de ficelle, il n'y a pas gagnant-perdant. C'est vraiment le jeu qui est ouvert à tout. Enfin, la réponse, c'est toujours positif. Je me suis dit, mes pensées étaient trop dichotomiques par rapport à jeu de ficelle. Et c'est trop cool, le jeu de ficelle, l'idée de jeu de ficelle. Du coup, je voulais un peu traduire ces notions d'un espace ouvert plus rugueux, oui, pas tout à fait lisse, un espace d'imperfection. Ok. Parce que je pense que la société où on vit, c'est pas un endroit où tout le monde est représenté. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté trop isotopique, genre trop individualiste, trop de coutumes. Du coup, je voulais un peu réfléchir ce côté isotopique pour aller vers un espace plutôt pas tout à fait lisse, un espace où on peut vivre tous ensemble. Ok. Genre, Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec ta pratique de la peinture. Oui. Tu voulais partir des cadres tout lisses de Bosner et arriver à un truc fait main, rugueux, imparfait, un peu à l'image justement de la vie réelle. Si j'ai bien compris, t'as voulu faire la même chose avec la ficelle, avec le fil et tout. Et du coup, par exemple, quand on prend ton installation, tu sais, à la Maison Bourbon, dans la dernière salle où il y avait des fils qui traversaient un peu partout, est-ce que c'est dans cette image-là? Ça, c'était vraiment juste avant que je commence le tissage. C'était le début, le départ. Ouais. Oui. Okay. Ça commençait avec le tapis en paille que j'ai glané aussi en Allemagne quand j'étais à Leipzig. À cette époque-là, du coup, j'en avais trop marre de voir la toile classique et tout. Du coup, ce tapis-là, il y avait en côté le toile aussi, du coup. C'était bien tissé.
Du coup, j'avais envie de tout couper et détruire, en fait. Je voyais trop le mécanisme répétitif et tout. J'en pouvais plus. Du coup, j'ai tout coupé et tout et mélangé avec les acryliques pour essayer une autre manière de peinture. Et dans ce travail-là, ce qui était important, c'était de mélanger les pailles avec toutes les couleurs que j'utilise normalement pour faire les peintures figuratives. Les couleurs qui est mélangée avec la paille, je l'appelle comme non-couleur, qui refuse d'être des bonnes couleurs. Voilà, c'était à partir de là que j'ai réfléchi aux couleurs que j'utilise. Enfin, le titre est la surface de non-couleur. Là, c'était vraiment, j'ai imaginé une surface un peu chaotique et dystopique aussi. Et après, j'ai fait plutôt une hybridation des matériaux et le tissage. Donc cette pièce-là, t'avais mélangé le volume avec la peinture. Et là, dans les nouvelles choses que tu tisses, tu viens pas les peindre à nouveau, tu gardes les matières telles que tu les as glanées, ou tu les modifies quand même? Je modifie tout le temps. Ok. Ouais. Par exemple, le papier mâché aussi, c'était avec des papiers que j'ai récupérés et après j'ai mélangé avec du latex. Voilà, du coup, il y a toujours il y a une modification. Ok. Tout le temps. Le tissage, ça a une symbolique, genre c'est présent dans plein de cultures. Quand on prend les tapisseries, ça raconte des histoires aussi. Donc on a d'un côté cette technique-là qui est déjà vachement chargée de sens. Les matières que tu vas utiliser aussi, si on peut les reconnaître, pareil, ça peut renvoyer des messages. Comment est-ce que toi, en prenant tout ça, t'arrives à ensuite y rajouter tes concepts? Oh, bonne question. Bonne chance. Mais vraiment, attends. Comme je t'ai dit, les matériaux, j'utilise les matériaux qui est dans mon atelier où il y a des gens qui m'ont filé ces matériaux. Donc, je laisse quelques temps à l'atelier et après, un jour, je le prends et j'utilise comme ça. Ce qui est important, c'est des matériaux qui étaient plus pratiques à quelqu'un et donc qui étaient jetés. Peu importe ce que c'est ces matériaux, bah si je peux mélanger avec mon tissage, je fais le maximum de mélange avec ces matériaux. Je pense que si il y a deux, trois matériaux différents ou cinq, ça a du sens. Mais s'il y a dizaines ou vingtaines, ça perd le sens. Et c'est l'ensemble des présences de ces matériaux qui est plus important maintenant. Du coup, c'est ce côté-là que je veux dans mon travail. Le tissage que je fais, ça a du sens avec l'installation aussi. En vrai, ça peut être plusieurs formes différentes. Ton go-to sculpture, c'est quoi? Fil en coton. Genre classique Ouais, mode classique et couture? best. Ouais. Ok. Pourquoi? Je sais pas, c'est hyper apaisant. J'ai arrêté de fumer grâce à ça. Ah ouais? Attends, comment un fil de coton t'a aidé à arrêter de fumer? Tu vois, maintenant, je tricote avec le fil du coton, du coup. Ok. Et c'est hyper agréable à toucher, déjà. Vu que c'est toujours rechargé avec le tricot, mes mains, c'est plus facile de ne pas fumer au café ou... J'avais une question aussi un peu plus large par rapport aux matières, puisque celles qui t'entourent quand même, enfin tu l'as dit, c'est des matières que tu as récupérées. Donc c'est des matières qui sont considérées comme des déchets par les gens qui s'en séparent. Elles pourraient représenter l'époque, genre le contexte dans lequel on est. En ce moment, c'est souvent du métal. Oui, du métal ou le bout de bois. La sciure aussi. Tu tricotes avec de la sciure? Ça m'est déjà arrivé et j'ai tenté. Enfin, j'ai mélangé avec du latex et le papier mâché, de la sciure et j'ai tricoté comme ça, comme du fil. Enfin, il y a un aspect ludique, de fun dans ton travail. C'est assez important pour toi, j'imagine. Tu vois, genre ce truc de s'amuser quand même. Il y a aussi une sorte de découverte de la matière et de à quel moment tu peux la pousser très très loin jusqu'à ce qu'elle lâche et qu'elle veuille pas t'obéir. Est-ce que ça, tu as envie de le transmettre par tes pièces ou est-ce que c'est plus ton moment à toi dans l'atelier qui est censé être fun? Déjà, je pense que c'est pas un travail conceptuel. Oui. Et ça se voit de ouf. Je me suis grave amusée dedans et tout avec l'apparence de travail. Là, maintenant, j'hésite montrer plus ce côté-là en sonore avec le tissage.
avec des narrations et tout. Ok. Et donc, ouais, c'était une question hyper intéressante parce que c'était le questionnement que j'avais récemment. Si j'arrive à faire, je suis partant de montrer plus directement dans mon travail ce côté. Mais en tout cas, ça fait partie intégrante de ton process. Est-ce que s'il y a à un moment donné, tu travailles sur une pièce et ça t'apporte plus de joie, tu trouves pas ça fun ce moment-là, est-ce que tu vas arrêter la pièce? Ou est-ce que Hmm, c'est pas important pour toi à ce point pour que tu passes outre même s'il y a pas de fun? c'est vraiment une question, genre, si je parle de côté ludique, Mm. c'est toujours un truc de fun. Je sais pas, moi je dirais que pour moi un truc ludique c'est un truc qui n'a pas besoin d'être parfait, où il n'y a Hmm, pas trop de contraintes, dans le sens où ça fait du bien et c'est décomplexé. ouais. Genre ça t'est déjà arrivé d'être en train de travailler une pièce? Et j'en ai marre, genre. Ouais. Ouais, oui, oui. Et là tu fais quoi? Ah, donc, vers la fin de mes peintures figuratives, je me dis, dans mon atelier, pourquoi je fais ça? Je m'ennuie de ouf. C'est vraiment mon habitude qui fait ça. Mais après, je fais quoi avec? Enfin, ça devient hyper plat, mon travail. Et du coup, c'était plus fun et voilà, j'avais aucune plaisir, quoi. Du coup, voilà, j'ai arrêté. Et après, j'ai réfléchi. Pourquoi c'est plus mon type de travail? Mais il me faut du temps pour savoir vraiment pourquoi ça me plaît. Après, ça m'arrive de reprendre ce travail-là après cette période de réflexion parce que ça devient différent, même si c'est le même type de travail. Ou alors ça m'arrive de tout jeter, nier mon travail et commencer un autre truc. Et toi, ça t'est déjà arrivé? Bah, moi, c'est pas vraiment un côté ludique dans le Mhm. process. Tu vois, genre les pièces au frac, ça me fait trop kiffer de me dire, bah, je vais faire un truc qui part de pas mal de choses, mais aussi du Seigneur des Anneaux. Dans la technique, j'adore, mais pour moi, il n'y a pas d'aspect ludique à ça. Il y a trop de contraintes. Ouais, technique et Ouais, tout. c'est ça. Et du coup, c'est plus une sorte d'approche stricte, encadrée. Ouais. Mais moi, ça me fait kiffer. Mhm. Du coup, à la fin, quand t'as fini tes pièces, là, Ouais. c'est comment genre, le ressenti, genre, t'es hyper content et là, c'est bon, c'est fini et hop, ciao, ou parce que ma pièce finale, ça me fait réfléchir, vu que je sais pas comment ça va être l'apparence et ça me fait toujours réfléchir. Mais vu que toi, dès le début, tu savais comment... Dans mon taf, parfois, il y a des éléments qui sont pas sous mon contrôle et du coup, la forme finale, elle est pas prévisible. Je trouve que les pièces sont rarement terminées, mais ouais, il y a une sensation de putain, c'est trop bien, ça envoie du lourd, genre je suis Bah trop oui, forte. pas normal, hein. Écoute, C'est fou, hein. est-ce que tu peux nous emmener avec toi, genre dans ton process, du début à la fin d'une œuvre, comment est-ce que tu t'y prends? Tout au début, j'avais une idée vraiment globale de structure pour l'installation du coup. Après, je cherche le moyen pour arriver à faire ça techniquement. Et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, si la sculpture, enfin la structure qui est faite globalement, là, ce temps ludique, ça commence. Genre. Ok. Là, je suis là, genre, non, qu'est-ce que je fais aujourd'hui et tout. Enfin, je m'amuse de ouf, quoi. Sans stress. Moi, je suis pas une personne qui travaille régulièrement, toujours et tout. Enfin, qui a un rythme stable. Je suis vraiment instable de ouf. Si je bosse, c'est vraiment 3 semaines hyper intenses. À part le temps de dormir, genre, je suis toujours à fond sur mon truc. Si je pense que c'est fini le travail, je l'amène dans un lieu d'expo, si c'est possible. Ou alors, je ramène du coup mon travail dedans et je vois. Là, ça peut changer par rapport à le lieu et tout aussi. Donc, jusqu'au dernier jour, je travaille souvent pour l'installation. Je montre le travail parce que c'est le jour de vernissage, genre. Ah, Et tu sinon vois, tu continuerais au-delà du sinon, vernissage. je pense. Ok. Je sens rarement que c'est fini le projet. L'espace dans lequel la pièce va être montrée, c'est aussi l'espace dans lequel la pièce est créée, genre. Du coup, ça fait en fait les pièces que tu produis. Si jamais t'as commencé à les produire à l'avance, elles changent à chaque fois qu'elles sont montrées dans un nouveau lieu. Peut-être pas changer totalement, mais genre la manière de
L'installation, je suis vraiment ouverte à changer. Je sais pas, ce truc de qu'il faut installer mon truc comme ça tout le temps. Enfin, Est-ce que ça, c'est lié à une partie de ta démarche qui est d'observer les choses qui t'entourent et de raconter des histoires avec ça? oui, ouais, je pense. Mm. Ouais, justement, c'est hyper important de lier des histoires qui m'entourent et oui, j'aimerais toujours avoir la relation, tisser un peu le lien avec l'environnement. Comparé à la peinture et au dessin, sur lequel tu peux représenter ce que tu veux, est-ce que quand même tu te sens plus libre depuis que tu fais du volume et que tu Ah oui, joues pardon. avec le lieu et Pardon. tout? C'est quoi pour toi les choses auxquelles tu as accès maintenant? Donc, avec la sculpture, le premier truc qui me faisait du bien, c'est que les gestes corporels, je suis plus libre, sans encadrement. Moi, je pense que c'est ça. Quand tu fais une installation dans l'espace, par exemple quand tu as fait à Bourbon le silicone avec les petits poils, tu es libre de faire une forme vraiment en fonction de la hauteur. Ouais. Les dessins, du coup, les peintures, moi, j'avais l'impression que ce type de travail, ça m'a beaucoup isolé dans mon coin. La manière de travailler pour les peintures, les dessins, c'était comme ça que j'ai senti. Enfin, maintenant, je fais beaucoup plus le travail spatial. Je suis obligée de m'intéresser à des lieux, à des gens pour tisser mon travail avec l'environnement. C'est mon but, du coup. Je dois faire ça, des recherches sur place, quoi. Donc ça me fait vraiment plaisir de conserver des petites choses dans la vie. Donc il n'y a pas que la matière au final que tu utilises, c'est aussi tu te connectes avec chaque nouvel endroit et les nouvelles personnes et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le fait que tu récupères des matières, que les objets, bah, tu prends une petite partie de leur histoire aussi. Et en fait, tout vient se combiner et s'hybrider justement dans une install, genre. Ouais. Comment est-ce que t'as appris tout simplement à tisser? Est-ce que c'est venu parce que tu faisais du tricot avant et ensuite tu te dis, bah, let's go, mettre ça dans ta pratique? Ou c'était une envie que t'avais d'utiliser cette technique qui est plus affiliée à l'artisanat encore? Vraiment, j'ai appris la technique vraiment classique sur YouTube. Mais pour l'instant, j'en ai pas beaucoup besoin comme des vrais artisans, genre qui font putain de tissage magnifique et tout. Ça, je pense pas que c'est ce que je fous dans mon travail. Quand tu te projettes dans l'avenir, genre dans les, je sais pas, 2, 5, 10 ans dans l'art contemporain, tu penses que l'artisanat aura un peu plus de place? Je sais pas, mais j'aimerais bien qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'en aident. C'est super intéressant, héritage de techniques particulières ou de culture aussi. C'est grave intéressant. Je sais pas. J'essaie de répondre, mais ça peut être cool. Ok. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir un process qui prenne autant de temps, c'est une façon d'aller à l'encontre du fonctionnement du marché de l'art? Ou est-ce que la question se pose pas et c'est juste que t'aimes prendre ton temps? Quand je travaille, je pose pas trop les questions de marché de l'art parce que ça me gave déjà. Je pense que c'est pas trop lié à ce questionnement. T'as parlé un petit peu de Vivre avec le trouble de Haraway. Mais est-ce que t'as d'autres trucs, genre des livres, des podcasts, des films? Une brève histoire des lignes de Tim Ingold. Et ensuite, Cécilia Vicuña, j'aime trop. Enfin, c'est surtout les plasticiens engagés. Myriam Mindo, j'aime bien aussi. Et Myriam Khan aussi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner? Oh, à qui? Je donne à qui les conseils? Aux jeunes travailleuses de l'art qui nous écoutent. Un truc que je peux dire, mais vraiment sûrement, c'est même si le travail ça change complètement ou quoi, faut pas hésiter quoi. Parce que quand j'ai passé en sculpture, j'étais vraiment, est-ce que c'est pas trop tard de commencer la sculpture? En plus, c'était en master, tu vois. Ouais, juste avant le diplôme. Oui. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous juste avant le diplôme? Mais c'est pas possible et tout. C'est bien de réfléchir, mais faut pas trop prendre la tête. La dernière chose que je demande à tout le monde, qui est-ce que t'aimerais que j'invite pour un prochain épisode? Ah, bonne question. Simon Gabour et aussi T1. Ok. Oui. C'est chaud. Ben, merci Boram d'être venu aujourd'hui. Merci Morgane. Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans titre 404. Toutes les références et liens pour découvrir le travail de Boram sont en description.
Si vous avez des retours ou des suggestions, n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur les réseaux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!